Bon, ce dossier, on va le dire, on n'a pas eu trop besoin de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait le dossier. Hein. Voilà, parfois on cherche, on dit qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, on regarde vos questions. Là, on a quand même reçu une question sur le sujet, mais je dois dire que tout le monde avait envie qu'on en parle. Donc on est très content d'être là. Vous pouvez bien sûr nous envoyer toujours vos questions, soit en nous appelant gratuitement au 0805 383 383, soit en écrivant sur le petit mail ensemble-normandie@francetv.fr ou sur le groupe Facebook de l'émission. C'est ce qu'a fait Bruno. Bruno qui nous a posé une question étonnante, que voici. Qu'est-ce qui nous fait le plus grossir ? Le gras ou le sucre? J'ai quand même envie de dire, c'est un peu la peste ou le choléra, mon vieux. C'est les deux, à mon avis. Heureusement, nous avons des experts qui vont pouvoir te répondre. Bruno, à ma droite, Vanessa Follop pour sa première dans cette émission. Bonjour Vanessa. Bonjour. Alors vous êtes championne au concours de saut d'obstacles, au voilà, CSO. C'est ça. Non, en fait, je suis le médecin responsable du CSO, ça s'appelle Centre spécialisé obésité de Haute-Normandie. D'accord, donc vous êtes une spécialiste évidemment dans la prise de poids, l'obésité et tout ça, et vous êtes accompagnée de celle que maintenant nous avons l'habitude de voir dans cette émission. Et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Oui, parce qu'elle voyage beaucoup. Oui. Elle travaille beaucoup, mais elle voyage beaucoup aussi, elle est toujours bronzée. C'est Fanny qui nous revient d'où cette fois-ci? Fanny, vous étiez où? Au Liban. Au Liban, ben voilà, pourquoi pas, c'est sympa. Chez elle. C'est super. Voilà. Bah oui. Chez moi. Fanny, qui est donc conseillère en nutrition évidemment, à Mondeville, juste à côté de Caen, et qui est une habituée maintenant, on peut le dire, je dis de l'émission, et vous êtes là toutes les deux. Alors, déjà, on va commencer ce dossier en répondant à la question de Bruno, mais avant ça, pour bien se mettre dans l'ambiance, on vous a fait un petit... C'est quoi donc? Mais oui, c'est quoi donc le sucre? Parce qu'avant, bon, le gras, tout le monde savait presque ce que c'est, mais le sucre, quelle énigme! Vous allez voir qu'il y a plein de choses à savoir sur le sucre, et que franchement, ça fait flipper. Je vous ai apporté des bonbons. Et vous avez bien fait, parce que c'est tellement bon les bonbons. Mais c'est plein de sucre, donc mauvais pour la santé, et puis ça donne des caries. Hélas, c'est tout le problème avec le sucre. C'est bon, mais ça ne fait pas que du bien. Le sucre, c'est une petite molécule de saccharose issue de plantes comme la canne à sucre ou la betterave sucrière. La première découverte de cette molécule remonte à bien des années dans le nord-est de l'Inde, entre 10 000 et 6 000 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, on y mâchait la tige de la canne à sucre tranquillou pour l'extraire. Le sucre fait partie de la famille des glucides. Vous savez, ce carburant essentiel au bon fonctionnement de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Car en mangeant du sucre, on produit de la sérotonine, l'hormone du bien-être. Et ça, on ne veut pas s'en passer. Mais attention, il y a le bon et le mauvais sucre. Côté meilleur, il y a les fameux glucides complexes ou lents. Ils se trouvent dans les céréales comme le blé, le maïs, les pommes de terre ou encore les légumineuses. Et il y a les glucides dits simples ou sucres rapides. On les retrouve naturellement dans les fruits, les légumes, le lactose et le miel. C'est le fructose. Celui-là, on l'accepte. Mais en beaucoup moins bien, il y a le sucre chimique. Celui que vous consommez dans les boissons, les plats préparés, les sucreries. Attention, parce que à haute dose, il devient nocif et addictif. Il augmente même le vieillissement des organes, de la peau, des artères et des articulations. Bref, ce sucre-là n'a aucun intérêt nutritionnel. Et en plus, il termine sur vos hanches. Aucun intérêt, on vous dit. Et quand on voit tout ça, on se dit que Johan a raison. Johan qui a entamé un régime sans sucre, hein. Depuis combien de temps maintenant? Eh ben, je suis à ma 3e semaine. Et tu tiens le coup, hein. Et je tiens le coup. Mais le docteur Follop m'a dit que c'était pas forcément la meilleure solution d'arrêter mince. tout brutalement. Mince. Moi, j'ai répondu au docteur Follop que 2 M&M's, je ne pouvais pas. Alors, 2 M&M's ou ça 2 sent Twix ou des Kit Kat ou des trucs comme ça, bien sûr. Mais je crois, docteur, c'est pas forcément l'idéal d'arrêter tout d'un coup. Non, en fait, effectivement, on diabolise souvent le sucre et le gras. Oui, alors, si on en mange trop, ça peut être néfaste pour la santé, et ça peut faire qu'on va prendre du poids parce qu'il y aura un déséquilibre entre ce qu'on mange comme calories et ce qu'on dépense en bougeant, donc la prise de poids. Après, il ne faut pas se dire j'arrête tel aliment parce qu'il va me faire grossir. Hein, on peut manger quelques sucreries de temps en temps, boire de temps en temps une boisson sucrée, sans devenir forcément en surpoids ou obèse. Voilà. Après, tout est affaire de quantité. D'accord, mais en gros, on va répondre clairement, parce qu'il y a peut-être des gens qui disent, ah bah tiens, en ayant vu le c'est quoi donc, le saccharose, la vinéparose, au secours, j'arrête tout. C'est pas une bonne idée d'arrêter. C'est pas une bonne idée. Il en faut toujours un petit peu quand même, c'est ça? Voilà, parce que ça donne aussi le plaisir. Souvent, c'est important quand même de se faire plaisir. Oui, il y a d'autres moyens de se faire plaisir. On va pas entrer dans les détails, Vanessa, mais je veux dire... honnêtement, le plaisir alimentaire, c'est hyper important. Oui. Et on voit souvent ça, nous, dans notre service. Il y a des gens qui viennent en situation d'obésité. Ils
ils sont vraiment dans une quête de perte de poids, ils sont prêts à tout. Et il y en a qui me disent effectivement, voilà, j'ai arrêté tout le sucre, j'ai arrêté tout le gras, il faut absolument. Mais du coup, ils sont perde. malheureux, puis ils craquent au bout d'un moment. Et voilà, et finalement, l'être humain, il n'est pas fait pour se priver de tout. Et au bout d'un moment, la frustration, elle monte. Alors on tient parce qu'on est trop content d'avoir perdu. Et puis, voilà, à un moment, on craque. Et là, soit on reprend au mieux ce qu'on mangeait avant. Mais alors, le corps, comme il a été un peu affaibli par ce régime un peu restrictif, du coup, il prend plus. Voilà, il a perdu du gras, il a perdu du muscle. Donc, on a baissé notre dépense d'énergie. On remange comme avant, ou alors le gros craquage, ce qu'on s'était interdit de manger, on mange en grande quantité. Ah, ça, je connais bien. Ça m'est déjà arrivé un certain nombre de fois de me dire, allez, je fais un régime. Et puis, boum, d'un coup, burger, pizza, on y va. Voilà, le craquage, et on reprend beaucoup plus de kilos qu'on a perdu, en fait. Ah, d'accord. Et danger. Et alors, quand on parle, Fanny, quand on parle de sucre chimique, c'est l'aspartame et les trucs comme ça, c'est ça? Alors, les sucres chimiques, oui, c'est tout ce qui est édulcorant. Donc, l'aspartame qui est le plus connu parce qu'il y a eu beaucoup de controverses et puis beaucoup de... moi, je peux vous dire de vécu que je connais quelqu'un qui en prenait beaucoup et qui a eu des problèmes au cerveau. Mais qui en prenait vraiment une quantité hallucinante tous les jours. Parce qu'il faut savoir que ces édulcorants-là, oui, que ce soit l'aspartame, le saccharine, le sucralose, etc., il y a plusieurs molécules qui sont dans nos aliments et elles sont cachées quelquefois. C'est-à-dire qu'on peut les voir dans des boissons, mais on peut les voir aussi dans des pâtisseries, comme dans des plats. Oui, c'est pas forcément marqué sur la notice. Oui, c'est marqué en tout petit dans les ingrédients, ce qui fait que mais on est ça se rajoute. Les parce doses que moi, se quand on m'avait dit ça, et, c'est quelqu'un de très proche, c'est ma maman qui a eu ces problèmes à cause de l'aspartame. Et je sais qu'on avait été voir 3 médecins qui n'ont pas trouvé. Il y en a un qui a dit « cherchez pas, c'est ça ». Et en fait, j'ai été voir sur Internet et tout. Et c'est vrai qu'il y a des études, mais très scientifiques et prouvées, qui montrent qu'en grosse quantité, l'aspartame, c'est très dangereux. Parce qu'en fait, ton corps cherche du sucre, mais qui ne trouve pas le sucre, puisque c'est un faux truc, et du coup, ça fait comme un petit bug. Alors, quand on n'en prend pas trop, ça fait des petits bugs, mais quand on en prend plein, ça devient vraiment dangereux. Et surtout pendant longtemps. Et oui. Des études ont été faites sur des personnes qui ont pris pendant plus de 10 ans d'aspartame et d'édulcorants. Ça multiplie ça fait 83% de plus de risque de faire du diabète, par exemple. C'est quand même incroyable. Donc, et ce que disait aussi le docteur Follop par rapport au sucre, et moi j'ai découvert, on peut vraiment parler d'addiction, mais au sens de drogue, je crois. Oui, c'est un goût. Quoi. Mais moi, je pensais que on disait addiction, bon comme ça, mais non, tu peux pas. Alors, l'être humain, en fait, on a appris depuis qu'on est né, tout bébé, on a la séquence je vais pas bien, je mange, je vais mieux. Le petit bébé, quand il naît, c'est la première chose qu'il a. C'est vrai? Ah, mais dis donc, j'avais pas vu ça comme ça. On a tous des aliments doudous, en fait. Le bébé, il pleure, on lui donne à manger, il va mieux. En fait, quand on s'ennuie, quand on est en colère, quand on est stressé, on va manger son aliment doudou. Alors, soit en quantité raisonnable. C'est marrant, ça, j'ai jamais vu ça comme ça. Parce que parfois, on a d'autres choses. Je sais pas, on peut aller sortir, appeler une copine, faire autre chose. Mais si à chaque fois qu'on a un inconfort, on va manger. Finalement, pour se réconforter, on mange de plus en plus de cet aliment, en plus grosse quantité, plus en plus fréquemment. Et boum, ça peut être une véritable addiction, parfois, notamment au sucre. Mon Dieu, mais j'avais jamais imaginé que c'était parce que c'était un code depuis qu'on était petit, quand on n'allait pas bien, on mangeait, que ça allait mieux. Oh là là, c'est terrible, vous venez de me jeter un coup au moral. Mais après, il y en a d'autres qui ont d'autres stratégies. Et les personnes qui peuvent prendre du poids en mangeant comme ça, c'est qu'elles n'ont que cette stratégie-là pour faire. Quand elles vont pas bien, elles mangent. Ah oui. Voilà. Bon, et Fanny, du coup, pour répondre à Bruno, qu'est-ce qui vaut mieux, le gras ou le sucre? Les deux, Bruno, les deux. Aucun des deux. Les deux causent de la prise de poids en grande quantité. En fait, le sucre se transforme en gras quand il est pris en grande quantité dans le corps. Donc, on arrive toujours au même résultat. Donc, vaut mieux ni l'un ni l'autre, en fait. Oui. Mais on est d'accord, vous dites tous les deux la même chose, qu'il faut des deux. Mais en petite quantité. Mais en petite quantité. Et à la limite, on peut limiter un petit peu, on peut faire des programmes restreints sur le temps, par exemple, à diminuer la quantité de gras et de sucre par rapport à ce qu'on mange d'habitude. Si ça a un objectif bien particulier, c'est de perdre de poids ou de rétablir des facteurs métaboliques. Mais ça doit être limité dans le temps. Ce serait mieux. Alors, on parle donc de prise de poids. Les Américains, on en parlait tout à l'heure pour les escargots, mais aux États-Unis, c'est terrible. Il y a du sucre partout en plus. Mais surtout, c'est même pas ça. C'est que, en fait, le vrai problème aux États-Unis, c'est les quantités. Je peux vous le dire, vous pourriez être quand même très fréquemment. C'est que dès qu'on va au restaurant, machin, les quantités sont 2 fois plus grosses que chez nous. Mais vraiment, c'est 2 fois plus gros. Ouais. Et en fait, aux États-Unis, il y a 40% des adultes qui sont en état d'obésité. Oh la vache, c'est beaucoup. 40%, c'est quasiment 1 sur 2. C'est quand même énorme. Alors que chez nous, on est plutôt autour des 16%. Alors, ça dépend des régions.
Ça dépend des régions, bien sûr, mais là, c'est une moyenne sur la France. Voilà, moyenne sur la France. En Normandie, on est plutôt aux alentours de 20%. Ah, donc on est un peu plus... d'obésité dans le nord de la France que dans le sud. Ça, c'est la crème. Parce que quoi? Parce qu'au soleil, ils sortent, ils vont sortir, ils vont courir. C'est quoi l'idée? En fait, il y a plusieurs... Enfin, c'est des hypothèses, hein, mais on dit que dans le nord, on mange plus gras. Voilà, il y a la crème, le beurre, les traditions. Et puis, voilà, on a plus envie de faire des choses à l'extérieur. C'est vrai qu'on est moins dehors. Et puis, on dit qu'aussi, on est dans des régions un peu moins favorisées que dans le sud, sur le plan socio-économique. Et ça peut expliquer aussi. D'accord. Ah oui, donc il y a quand même un petit peu plus en Normandie. Il vaut mieux qu'on fasse attention, évidemment. Pas tomber là-dedans. Surtout que, on va le voir, Jeanne, malheureusement, encore une fois, l'obésité, c'est une différence. Et comme toujours, on a un petit peu de mal, c'est mondial en ce moment, quand même, on va le dire, à tolérer la différence. Absolument. Et les personnes qui sont en état d'obésité subissent, au-delà des problèmes de santé, des humiliations quotidiennes de par leur forme. Et d'où l'apparition du terme grossophobie. On en entend beaucoup parler. Grossophobie, hein, c'est le terme. Absolument. Et c'est un fléau qui est très partagé sur les réseaux sociaux notamment. Donc, et c'est rentré dans le dictionnaire, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui en sont victimes. Et donc, on appelle grossophobie des attitudes et des comportements de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids. C'est comme l'homophobie pour les homosexuels, le racisme pour les gens qui ne sont pas de la même race que nous, enfin bref. Absolument. Et je me suis demandé d'où venait un peu cette haine, parce que c'est vraiment des messages haineux, quoi. Et il y a deux choses notamment. Déjà, les dictats sociaux. C'est une première explication. Il faut remonter à l'histoire des dictats sociaux du XXe siècle, où les personnes à forte corpulence étaient considérées comme des personnes en mauvaise santé. Ou qui sont un peu fainéants. C'est des très mauvaises images, voilà, mais c'est les dictats des réseaux sociaux. C'est l'image. Moi, quand tu disais ça, je pensais plutôt à dire, c'est vrai que les mannequins, ils sont toujours comme ça. Alors, c'est la deuxième que dans chose. les stars de cinéma, ils sont toujours avec des trucs que j'ai jamais de ma vie, des abdominaux, ça s'appelle. J'ai découvert juste en aparté que certains chanteurs, notamment quand ils font des clips, certains rappeurs demandent aux maquilleuses de dessiner des abdominaux avec le maquillage. Ouais. Mais ça, c'est nul de faire ça. Enfin, je trouve ça nul. Bref, il y a aussi les effets de mode. Au 19e siècle, en Occident, les femmes doivent être fines et avoir la peau très claire pour entrer en adéquation avec les canons de la beauté. La société n'a cesse de nous dicter comment on doit être, quelle taille on doit porter. Mais aimez-vous comme vous êtes, nom de Dieu. Aimez-vous comme vous êtes. Après, il faut quand même signaler que quand on arrive à l'obésité, ça représente des dangers pour la santé. Oui, bien on est d'accord, Vanessa. Alors, l'obésité, c'est une maladie déjà, c'est une maladie chronique. Voilà. Et avec des complications médicales. Donc du diabète, du cholestérol, de la tension, plein de choses, les articulations qui sont abîmées. Alors à partir de quand, d'ailleurs, c'est intéressant ça, on considère qu'on est gros ou qu'on est obèse? C'est quoi la frontière? Alors la frontière, il faut calculer son indice de masse corporelle. Bien sûr, je ne sais pas comment on fait. C'est le poids sur la taille au carré, c'est une formule un peu particulière qui permet de cibler un peu la corpulence des gens, de mettre les gens dans des cases. D'accord. Soit on est de corpulence normale. À partir de 25 d'indice de masse corporelle, on est en surpoids. Et au-delà de 30, on est en obésité. Donc on calcule ça, il y a des petites formules. Oui, mais c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où on peut le faire maintenant, je crois. Même le médecin peut le faire. On peut même le faire chez soi. Oui, on peut le faire chez soi. Mais il faut savoir quelle est la normale. Et puis aussi, en fait, on veut nous faire croire, justement, je rebondis un peu sur ce qui était dit sur la grossophobie, qu'on peut choisir le poids qu'on veut faire. Mais pas du tout. Ça, c'est carrément faux. On est prédisposé à faire un poids donné selon qu'on est issu d'une famille où depuis des générations, il y a une tendance à prendre du poids facilement. Oui, c'est vrai qu'on le voit souvent. Ça, c'est ça. Voilà. Malheureusement, il y a des gens qui sont tout le temps comme ça. Ils ont beau manger comme des fous. On n'est pas libres et égaux au niveau de la bouffe. On veut nous faire pas tous pareils. On a envie de peser 50 kilos, on va manger ci et ça et on va le faire alors que ça se passe pas du tout comme ça. Et donc, finalement, ça renvoie à l'échec les personnes grosses qui sont en surpoids ou en obésité, parce qu'il y a une espèce de pression médiatique où on leur fait croire que finalement être mince c'est un choix, alors que c'est pas un choix. Oui, c'est pas vrai. Et on voit en plus toutes les pubs qui fleurissent pour tous les programmes pour l'amaigrissement et compagnie. Toi, il y a aussi même l'appellation des mannequins. Oui, alors, moi j'ai découvert... C'est une anecdote, mais c'est rigolo. C'est une anecdote, mais c'est terrifiant. Aux États-Unis, une mannequin a dénoncé sur les réseaux sociaux le fait que son agence l'a classée en mannequin grande taille parce qu'elle était passée en taille, tenez-vous bien, 38. Voilà, elle était plus mannequin, elle était devenue mannequin grande taille. Alors que 38, c'est moins que...
C'est moins que Jeanne, non? Normal. Non, mais les mannequins grande taille, c'est pas non plus une tare, je veux dire. Et en plus, Mais non. C'est ça que je veux dire. Mais non, mais bien sûr que non. Ah oui, c'est une taille juste c'est normale. Et encore, je crois que la taille moyenne des Françaises maintenant, c'est 40, 42. Mais oui. 40, Bah oui. 42. Donc en On est fait, belle en 40, c'est mon même Dieu. pas... Mais même plus, mais même pas ça une taille. m'énerve. T'énerve pas, Jeanne. Mais Reste avec nous, tu as Jeanne. raison, tu as raison. Et T'énerve d'ailleurs, pas. ça me fait une très belle transition parce qu'il y a un collectif français qui s'est créé qui s'appelle le collectif TASC. Alors, c'est un acronyme anglais, ça veut dire The All Sizes Catwalk. Catwalk, c'est les podiums Les mannequins, là où défilé. défilent les mannequins. Donc, grosso modo, on pourrait traduire par le podium de toutes les tailles. Et on en a entendu parler récemment parce qu'elles ont fait un défilé au Trocadéro, juste avec la Tour Eiffel en arrière-fond. C'était très beau. Ouais, c'était C'est sûr, on a des magnifique. images, beau, on a des images. Des femmes diversifié. qui font du 46. C'est le mannequin, le mannequin Georgia Stein qui a lancé cette, voilà, très bien, on voit des magnifiques photos. Elles sont pas Des belles ces mannequins, femmes. toutes les tailles. Elles sont magnifiques. Alors elles nous disent rondeur, bourrelet, cellulite, rides, et alors Ouais. c'est la vie, c'est ce que nous sommes. Voilà, on est tous comme ça et il n'y a pas de raison de se cacher. Au contraire, retrouvons la fierté de ce que nous sommes. Et vraiment, ça, je trouve ça très intéressant. Et d'autant plus intéressant que j'ai vu, Dr Follop, ce que vous mettez en place avec votre centre, la simulation d'obésité. On vous fait enfiler des vêtements, vous pesez 200 kilos, et je voyais les défis qui étaient lancés aux aides soignantes, notamment d'aller commander un café. Et là, elles expriment le regard. Je pense que c'est le plus dur, c'est le regard assassin des gens. Ça, je trouve Le regard des autres, de toute façon, c'est Le toujours regard pareil. des autres. c'est Quand on difficile. est de corpulents standard comme nous, là, autour de cette table, on sort dans la rue, il n'y a pas de souci. C'est vrai, quand on met la combinaison et qu'on a la corpulence de quelqu'un de 200 kilos, vous voyez tout le monde qui vous regarde. Et des jugements pas sympas, des réflexions, des moqueries. Tiens, on voit les... Alors ça, c'est vrai. Et- Ça, c'est On voit vrai les que images. c'est très vrai chez nous. Et Parce on que se vous allez dit vous quand- promener aux États-unis, tout le monde n'en aura rien à faire. Voilà. Que vous soyez, voilà. Si, Alors, c'est terrible, donc on dit aux c'est gens très chez nous, obèses, ça. sortez, bougez, voilà, sortez de chez vous. Et dès qu'ils sortent, finalement, Tout le monde ils les sont en regarde. souffrance, Ouais, quoi. ouais. Parce qu'on les juge, on se moque. Et c'est vrai que ça n'aide pas. À tel point qu'il y a un sondage, un Harris Interactive, qui est apparu assez récemment et qui dit que seulement 3%, tenez-vous bien, 3% des femmes interrogées se trouvent belles. 3%. Wow. Pas beaucoup, hein. C'est minime. C'est minime. quand même Alors, incroyablement peu, t'imagines? comme tu sais, 3% moi, des gens qui se trouvent bien. Alex, je vais juste terminer ma chronique avec une conclusion. Ah, c'était une chronique? Euh, Je crois que c'était l'émission encore. On demande aux Parce que femmes... là, c'était. Oui, mais c'est une chronique, mais je voulais interagir avec le Oui. Dr Follop parce qu'on a la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui et Fanny également, donc c'est toujours un plaisir et je préfère que ce soit elle qui parle que moi, mais il n'empêche que j'ai écrit une petite, Oui, bon, une arrête-toi petite maintenant, parce que là, faut qu'on conclusion. enchaîne. On demande aux femmes d'avoir la ligne et si au contraire nous faisions, nous, bouger les lignes pour que notre regard redonne toute sa beauté au corps et au cœur de toutes les femmes. On peut l'applaudir, non, parce que ça fait tous les. Là, ça fait 2 jours. Je sais pas ce qu'il lui prend cette semaine. C'est sûrement parce que c'est le débarquement en 2 jours. Cette semaine, il débarque justement tous les jours. Il a passé la nuit à écrire une phrase qui ne fait plaisir qu'à lui. Mais il est content et nous, on est là et on l'écoute. On dit ah, bravo. Bravo. On sait que ça lui fait plaisir. On est content pour lui. T'as raison. Faisons bouger les lignes, Yo-Yo. C'est bien rédigé. Oui, elle est belle, cette phrase. Voilà, tu vois, tout le monde apprécie, Johan. Est-ce que moi j'ai le temps pour un petit truc Alors, très rapide. très rapide? Regardez le film qui est passé il n'y a pas si longtemps sur France 2, je crois, qui s'appelle Moi grosse, qui résume tout ce qu'on vient de dire et qui est super comme film. Voilà. On regarde ça. Alors, Merci. dans votre centre, Vanessa, évidemment, donc, le but, c'est quand même, on le rappelle, d'essayer d'aider les gens en situation d'obésité. Oui. Il y a des programmes. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, on s'est dit qu'on allait faire un peu différemment de ce qui se faisait jusqu'à maintenant. En fait, ce qui se faisait de façon classique en France, c'était dire, bon, vous êtes en situation d'obésité, on vous met 4 à 6 semaines dans un centre, vous allez manger, voilà, équilibré, rebouger. Avec des rations de la taille d'un dé à coudre. Voilà. Et ensuite, on vous remet chez vous. Oui. Et on s'est aperçu que ça marchait pendant qu'ils y étaient, mais de retour à la maison, il y avait tous leurs problèmes qui revenaient. Oui. Et finalement, sur le long terme, il n'y avait pas forcément de réussite. Ouais. Donc on s'est dit, on va laisser les gens dans leur environnement. Bah oui. Et puis, on va leur proposer des prises en charge personnalisées. C'est-à-dire, si leur problème, c'est dès que ça va pas, je mange pour me réconforter, j'ai une alimentation émotionnelle, on va travailler sur ça. On va leur apprendre par des techniques, alors l'auto-hypnose, Oui, la pleine à être conscience, plus des zen, choses un à peu se contrôler un peu particulières. mieux, quoi, on va dire. Disons, quand on est en face d'une contrariété, se dire, soit je vais dans le placard, mais si je mange du chocolat, je vais prendre 2 carrés et ça va me suffire. Oui. Ou alors, j'ai de l'expérience, j'ai appris à faire d'autres choses, à me relaxer, on apprend différentes choses aux patients pour qu'ils puissent avoir
plusieurs façons de faire. Ça ne va pas. Alors, on a un autre programme qui est basé sur l'estime de soi et l'image du corps. Parce que très souvent, comme on le disait, hein, quand on est obèse, finalement, on se déteste. Ils détestent leur corps. Ils peuvent plus se voir et donc ça bloque un peu toute prise en charge. Alors moi, j'ai deux amis qui ont fait deux choses très différentes. Il y en a un qui s'est fait couper un bout d'intestin. Ouais. Il a perdu plus de 70 kilos. Ouais. Et une autre qui s'est fait poser un anneau et qui a perdu plus de 50 kilos. Donc ça a été... Et je dois dire qu'ils vont très bien aujourd'hui et qu'ils sont très heureux. Mais je trouvais quand même, je me dis, mais c'est incroyable. Pourquoi tu n'y arrives pas juste, parce que c'est quand même des grosses opérations, c'est lourd. Je me dis, pourquoi tu n'y arrives pas juste avec la volonté en faisant attention à tout ça? Parce que ce n'est pas qu'une question de volonté. Voilà, exactement, ils n'y arrivaient pas. Et par contre, ils ont fait ça. On est d'accord, c'est des opérations qui sont lourdes et qu'on ne conseille pas à tout le monde, j'imagine. Oui, alors les chirurgies de l'estomac pour maigrir, c'est la dernière solution. Voilà. C'est une bonne solution, mais il y a des critères stricts. Il faut être d'abord on essaye vos techniques importante avec des complications médicales. Parce que c'était leur cas, hein. Ils étaient vraiment Alex, très très gros. Ce qu'il faut dire, ce que disait le docteur Follop, c'est qu'en plus c'est pas miraculeux. C'est-à-dire que certains trouvent des stratégies pour contourner cet anneau et par exemple manger des milkshakes parce que ça passe et ça contourne cette restriction de l'estomac. Ils mangent des milkshakes et donc ils peuvent reprendre du poids et l'estomac peut regrossir à nouveau. Ah oui, bon, bref, il faut quand même une force de volonté importante et c'est pour ça que ça peut aider le sang. Surtout, il faut être entouré. Ok, il faut être entouré. Et avec des programmes, du coup, nous, ce que je disais, c'est qu'ils viennent pour plusieurs séances. Chaque séance est à 1 semaine d'intervalle et entre 2 séances, chez eux, ils ont des tâches à faire à la maison où ils progressent petit à petit dans ce qui... D'accord. Dans leur objectif pour, au bout du compte, arriver à changer, mais que ce soit eux qui trouvent leur propre solution et dans leur environnement habituel, en fait, pour que ça tienne dans le temps. Ok. Excusez-moi, on me parle à l'oreillette, on me dit là, c'est le temps qui grossit. Et nous sommes battus. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Vanessa. Fanny, vous restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup d'être venue. Fanny, une question, est-ce que les escargots, ça fait grossir ou pas? Si c'est avec du beurre, oui. Si c'est avec du jus de citron, ce n'est pas sûr. Et alors des escargots au beurre d'agrumes? Aïe. Aïe, ouais. Et en plus, il y a du thym. En plus de... Oui, c'est assez étrange. C'est bien. C'est assez étrange. On va regarder ce que nous fait Mélida. Merci beaucoup, Vanessa, d'être venue. Et à très bientôt.